Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans des extraits d'un livre fascinant, Mémoire vive, l'autobiographie d'Edward Snowden. Oui, bonjour. Notre source unique, c'est une sélection de passages qui nous a été fournis, et notre but, c'est vraiment de comprendre son parcours. Son cheminement personnel, mais aussi technique, hein. Exactement. Ce qui l'a mené à faire ces révélations qui ont fait tant de bruit en 2013. On va essayer de voir les moments clés, ses pensées sur la technologie, la surveillance, la liberté. Tout ça. Mais attention, le but ici, c'est pas de juger. C'est plutôt d'explorer sa perspective à lui. Une perspective vraiment particulière, forgée par des expériences assez folles, il faut le dire. C'est ça. Et c'est vraiment crucial de souvenir que c'est un récit personnel. C'est son point de vue. Bien sûr. Il était au cœur du réacteur, si on peut dire, au centre des systèmes de renseignement les plus secrets du monde. Il a vu de l'intérieur comment Internet changeait, comment la surveillance explosait, quoi. Oui, Et on sent tout le temps cette tension chez lui, entre son devoir, son éthique à lui, et puis la puissance de la technologie qu'il maîtrisait. Faut garder ça en tête. d'accord. Alors, commençons par le commencement. L'enfance. Il y a cette histoire avec l'ordinateur de son père, le Commodore 64. Ah oui, c'est assez fondateur, on dirait. Il raconte qu'il observait son père jouer en cachette. C'est ça, et il le voyait jouer à Arkanoids ou Shoplifter, ce jeu où on pilote un hélico pour sauver des otages. Et il dit que la première image qu'il a eue de son père, c'est un peu ce héros aux commandes de sa machine. C'est fort comme image. Carrément. Et puis, très jeune, il y a ce qu'il appelle son premier hack. L'heure du coucher. Exactement. Trouver comment ruger un peu sur l'heure du coucher imposée, sa première petite rébellion contre une règle qu'il trouvait injuste. Déjà cette idée de... De comprendre comment ça marche pour le contourner. Oui, c'est révélateur. Et en même temps, il lit énormément. La mythologie grecque, il en parle beaucoup. Oui, il est fasciné par Héphaïstos, le dieu boiteux, l'artisan, le bricoleur des dieux. Le dieu des bricoleurs, comme il dit. C'est ça. Mais il est aussi intrigué par ces dieux sur l'Olympe qui espionnent les humains, qui se déguisent pour intervenir. On voit déjà un thème poindre là. On peut se poser la question, oui, une sorte de préfiguration. Il lit aussi les légendes arthuriennes, le géant Rita-Gauror qui collectionne les barbes des rois vaincus. Encore, une image de pouvoir, de collecte un peu macabre. C'est vrai. Donc, cette fascination pour les mécanismes de pouvoir, la surveillance divine, et puis la capacité à bidouiller, à comprendre les systèmes, ça pose des dates, je pense. Et la famille aussi. C'est pas anodin. Il raconte que ses ancêtres seraient arrivés sur le Mayflower. Oui, un ancrage très américain, guerre d'indépendance, un corsaire qui aurait créé un bureau des renseignements avant l'heure, des quakers pacifistes devenus insurgés, C'est un sacré héritage. et plus proche de lui, ses parents. Ils travaillent pour le gouvernement ou dans la défense, et la famille déménage dans le Maryland, près de Fort Meade, le siège de la NSA. Le nom Snowden y était déjà connu d'ailleurs. Tout ça mis ensemble, ça façonne forcément une vision du monde, hein. Absolument. L'ordi familial, le rapport aux règles, les mythes, l'histoire familiale, tout ça crée une sensibilité particulière aux structures de pouvoir, à l'information, à la place de l'individu. Ça prépare le terrain pour l'ado qui arrive. L'ado qui plonge dans l'Internet des années 90, il décrit ça comme un autre monde. Oui, vraiment distinct du réel. Il parle de l'anarchie la plus agréable et la plus réussie. C'était l'époque des BBS, des IRC, Les Bulletin Board Systems, oui. La connexion par modem. l'anonymat ou en tout cas le pseudonymat, c'était la norme. Ces haltes dans les jeux comme Ultima Online, c'était moins cadré par des conditions d'utilisation que par des normes collectives qui émergeaient entre utilisateurs. Et c'est là qu'il commence les hacks d'ado. Oui, mais il insiste sur le fait que ce n'était pas pour détruire, c'était plus une rébellion intellectuelle, contre l'autorité, les parents, l'école. Comprendre les règles mieux que ceux qui les font pour trouver la faille. C'est ça, une exploration intellectuelle, un défi. Comprendre comment ça marche vraiment. Et là, il y a l'épisode Los Alamos. C'est quand même incroyable. Ah oui, le labo nucléaire. Par curiosité, ils fouillent leur site web et hop, Il trouve une faille énorme. Une partie du serveur complètement ouverte. et son réflexe c'est de vouloir les prévenir. Il envoie un email, pas de réponse. Il essaye de téléphoner, mais il panique un peu, il bafouille. Il raccroche, oui. Et finalement, c'est sa mère qui reçoit un appel du labo. Imagine la panique. Qu'est-ce que t'as fait? Elle lui demande. Sauf que, Sauf que le type au bout du fil le remercie. Il lui dit merci d'avoir signalé la faille et lui suggère même de les recontacter plus tard pour bosser avec eux. c'est fou, hein? Un ado qui trouve une porte ouverte chez Los Alamos et on le remercie, ça nuance l'image du hacker malveillant, clairement. Ça montre déjà une éthique, peut-être. Signaler plutôt qu'exploiter. Oui, et une reconnaissance inattendue de l'institution.
C'est une transition intéressante, de l'exploit curieux à une forme d'engagement constructif. Et cet engagement va devenir beaucoup plus sérieux après le 11 septembre. Le 11 septembre 2001. Un choc énorme pour lui comme pour tout le monde. Il bossait près de Fort Meade à la NSA. Il raconte l'évacuation, l'angoisse de ne pas pouvoir joindre sa famille, son père, garde-côte, qui a vu le Pentagone en feu. Oui, et il décrit bien ce changement d'ambiance immédiat. Le patriotisme exacerbé, les drapeaux, l'union fait la force. Mais aussi, très vite, cette division. Un eux contre nous, très marqué. Et c'est ça qui le pousse à vouloir s'engager dans l'armée. Oui, il le décrit comme un besoin personnel, indispensable à son épanouissement, une façon de contribuer directement. Sa mère est en larmes apparemment, et son père il ne lui dit pas tout de suite car il pense qu'il désapprouverait. Il craignait que son père pense qu'il gâchait ses talents informatiques en allant dans l'infanterie. Mais l'armée ça ne dure pas longtemps. Non, expérience courte et difficile. L'entraînement est très dur physiquement. Et puis il y a cet accident bête pendant un exercice d'orientation. Il tombe pour éviter un serpent. C'est ça. Résultat, fracture de stress aux 2 tibias, blessure grave. Et là, il se retrouve mis à l'écart. Avec les autres blessés, les laissés pour compte comme il dit, assignés à des tâches absurdes. Fixer un mur pendant des heures. Oui, il est finalement réformé. Et c'est cet échec, paradoxalement, qui l'amène vers le renseignement. Exactement. Il commence le processus pour obtenir l'habilitation Top Secret, la fameuse TSCI. Une enquête de fond hyper intrusive. Le passé, les amis, les finances, tout y passe. Et le détecteur de mensonges. Le polygraphie, oui. Il souligne ailleurs à quel point c'est compliqué pour sa génération, la génération Internet, toutes ces traces numériques qu'on laisse, Les propos irréfléchis, les opinions qui changent, tout est gardé quelque part. est potentiellement sujet à interprétation. C'est un vrai sujet. Il commence donc comme contractuel ad, pour des boîtes privées. Oui, c'est très courant dans ce milieu. Il travaille pour Dell, puis Lockheed Martin, mais physiquement, il est dans les locaux de la NSA ou de la CIA. Il note cette espèce de valse des employeurs avec les rachats de boîtes. C'est un business énorme, le renseignement externalisé. Et puis, il devient employé direct de la CIA, un GOVI. Il prête serment à la Constitution. Mais même là, c'est pas tout lisse. Et il y a cette histoire pendant la formation, dans le motel. Ah oui, le Comfort Inn, un endroit miteux apparemment limite dangereux. Escalier qui menace de s'effondrer. Et comme l'administration ne fait rien, c'est lui qui rédige une plainte collective. Et ça marche. Ils sont relogés. Mais, Mais il est convoqué par la hiérarchie. Et là, on lui reproche pas le fond, mais la forme. exactement, on lui parle d'insubordination, de chaîne de commandement. Pas le bon canal. Première confrontation avec la rigidité du système, quoi. Même pour un truc aussi basique que le logement. Ça laisse des traces, ce genre d'expérience. Ensuite, il part à l'étranger, Genève. En Suisse. Ingénieur système pour la CIA. Support technique pour les agents. Il donne des exemples, communication sécurisée, destruction de disques durs, rapport de sécurité, et cette question théorique de son chef. Sur la possibilité de pirater l'ONI, juste à côté. Ambiance. Oui, il commence à ressentir cette distance créée par l'écran. Observer la vie par la fenêtre, il écrit. Et c'est là, et surtout après, qu'il découvre l'ampleur de la surveillance ONU. Progressivement, oui. En travaillant pour la NSA notamment, il tombe sur des documents sur Stellar Wind, un programme autorisé après le 11 septembre. Et il insiste sur cette distinction cruciale que fait le gouvernement entre contenu et métadonnées. Oui, c'est fondamental. Le contenu, ce qu'on dit, est protégé, en théorie, mais les métadonnées, qui parle à qui, quand, d'où, combien de temps, ça, c'était la porte ouverte. Et pourtant, c'est hyper précieux pour le renseignement, ces métadonnées. Ah bah oui, ça permet de cartographier des réseaux entiers, de déduire des habitudes, des relations, de faire des prédictions. C'est une mine d'or. Et la loi était complètement à la traîne. Il parle d'outils spécifiques aussi, Turmoil, Turbine. Oui, des noms de code assez parlants. Turmoil pour la collecte passive massive qui aspire les données sur les câbles sous-marins par exemple. Et Turbine, Plus agressif pour la collecte active. Injecter des malwares, infiltrer des systèmes cibles partout dans le monde. en parallèle de ça, il décrit une sorte de culture du secret un peu. Un endoctrinement, oui. Le sentiment d'appartenir à une élite qui détient la vérité, une vérité inaccessible au public, et même parfois au Congrès. Ça peut rendre arrogant, j'imagine, de maîtriser ces systèmes, de savoir tout ça. Sans doute, une certaine arrogance liée à la puissance technique et au secret. Et tout ça, ça crée un malaise chez lui, une dissonance, comme il dit. Une dissonance croissante, oui. Il voit l'hypocrisie. D'un côté, le gouvernement organise ses propres fuites quand ça l'arrange. Les fuites autorisées. Voilà. Et de l'autre, il pourchasse les lanceurs d'alerte qui agissent par éthique. Il cite l'affaire Plame, la direction de la CIA sous Goss. Il voit la politisation du renseignement, le deux poids, deux mesures.
Du coup, il se replonge dans la Constitution. Oui, le Bill of Rights, les amendements qui protègent les citoyens contre les abus de l'État, le quatrième, le cinquième. Et il se convainc que les canaux internes, c'est inutile, voire dangereux. Il en a l'intime conviction. Ses expériences passées, comme celle du Confortine ou d'autres tentatives de signaler les problèmes, lui montrent que ça bloque, que la hiérarchie couvre ou s'en fiche. Les canaux habituels, ça devient des pièges potentiels à ses yeux. Et la technologie qui avance à toute vitesse, ça n'arrange rien. Au contraire, ça aggrave le problème selon lui. Le cloud, où on stocke tout. Nos vies numériques, quoi. Et puis les objets connectés, l'Internet des objets. Son exemple du frigo intelligent est frappant. Un frigo qui pourrait collecter des données sur nos habitudes? Potentiellement, oui. Il craint un monde invivable, où la surveillance serait telle que toutes les lois, même les plus idiotes ou désuètes, pourraient être appliquées automatiquement. Plus de place pour l'erreur, le contexte. Et l'argument «je n'ai rien à cacher», il en dit quoi? Il le démonte assez bien. Pour lui, c'est comme dire « je n'ai pas besoin de liberté d'expression parce que je n'ai rien à dire pour l'instant ». Pas faux. La vie privée, c'est le socle des autres libertés, dit-il. L'endroit où on peut penser librement, se tromper, sans être épié. Il parle d'un moment atomique personnel au Japon. Une prise de conscience. Oui, une urgence. Agir avant qu'il ne soit trop tard pour les générations futures. Avant que cette architecture de surveillance soit trop parfaite, trop installée. Et il prend cette décision, seul. Dans une solitude immense, oui. Il ne peut pas en parler à sa compagne, Lindsay. Pour la protéger, dit-il, et pour ne pas lui faire porter ce poids. La décision est prise. Reste à savoir comment faire. Comment divulguer tout ça de manière responsable. C'est la question clé. Il écarte Wikileaks à cause de leur approche de publication brute, surtout après l'affaire Manning. Il pense qu'il faut contextualiser, analyser, que c'est trop complexe. Exactement. Il lui faut des journalistes d'investigation, idéalement plusieurs médias pour répartir la pression et assurer une large diffusion. Et la préparation technique pour sortir les documents et contacter les journalistes, c'est méticuleux. Ah oui, c'est son domaine. Il utilise Tor pour l'anonymat. Il fait du world driving avec Kismet pour trouver des Wi-Fi ouverts. Pour brouiller les pistes. Et pour le cryptage, il utilise des méthodes complexes. Il parle de preuves à divulgation nulle de connaissances. L'idée, c'est de fragmenter les clés pour que personne ne puisse tout reconstituer seul. Mais il sait qu'il sera identifié, non? Que supprimer n'efface pas vraiment? Il en est parfaitement conscient et il l'accepte. Il sait qu'il ne pourra pas rester anonyme longtemps une fois que ça sortira. Le rendez-vous est fixé à Hong Kong. Pourquoi là-bas? Pour une certaine tradition de liberté d'expression et une relative indépendance judiciaire à l'époque. Il rencontre Glenn Greenwald et Laura Poitras. Avec le fameux Rubik's Cube comme signe de reconnaissance. C'est ça. Et après les premières publications et la vidéo où il révèle son identité, il doit se cacher. Et là, il est aidé par des réfugiés. Oui, c'est une partie très forte de son récit. Vanessa, Ajit, Supun, Nadaika, des gens en situation très précaire qui le protègent. Recommandé par son avocat, Robert Thibault, il souligne leur solidarité incroyable. Sarah Harrison de Wikileaks arrive aussi pour l'aider. Ensuite, il tente de partir de Hong Kong. L'Équateur semble prêt à l'accueillir. Oui, via Moscou et la Havane. Mais pendant le vol, Hong Kong-Moscou, Son passeport est annulé par les USA. exactement. Il arrive à Moscou, mais il est apatride, bloqué en zone de transit. Coincé. Et la confrontation avec le FSB, les services russes. Oui, très tendu. Ils essaient de le recruter, de le retourner. En échange d'infos, ils lui offrent leur protection. Et il refuse. Catégoriquement, selon ses dires. On imagine la pression. Coincé, sans passeport, face au FSB. Brrr. L'autobiographie inclut aussi des notes de sa compagne, Lindsay. Ça donne une autre vision. Oui, c'est très émouvant. Son angoisse quand il disparaît, les visites du FBI, le choc en découvrant la vérité aux infos, Comme tout le monde. et malgré tout son soutien. Leur réunion, plus tard à Moscou, où il finit par obtenir l'asile. Et sa vie en exil, il en parle. Oui, l'adaptation à Moscou, apprendre la langue, essayer de rester discret, bonnet, écharpe, éviter les caméras, mais il n'est pas inactif. Il continue son combat. Via la Freedom of the Press Foundation. Il aide au développement d'outils comme SecureDrop, pour les lanceurs d'alerte. Il promeut le chiffrement comme signal. Et l'impact de tout ça, finalement. C'est indéniable, non? Ah oui, c'est mondial. Une prise de conscience énorme sur l'ampleur de la surveillance, pas seulement américaine, mais aussi celle des Five Eyes. USA, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. C'est ça. Ça a boosté l'usage du chiffrement partout. Les entreprises tech ont dû réagir. Et le débat public a été relancé? Surtout en Europe, peut-être? Oui, notamment en Allemagne, dans l'UE. On dit souvent que ça a joué un rôle dans l'accélération du RGPD, le règlement sur la protection des données.
C'est un parcours fou quand on y pense. Des premières lignes de code à dos aux secousses géopolitiques. Tout à fait. Une complexité rare. Donc si on essaie de résumer, ces extraits nous montrent vraiment l'évolution de quelqu'un façonné par le numérique, puis plongé au cœur du secret d'État, de la surveillance. Et cette tension constante entre la sécurité nationale, vue par les agences, et les libertés individuelles, la Constitution qu'il avait juré de défendre. Et ça montre aussi le rôle qu'une seule personne, avec les bonnes compétences, peut jouer face à des systèmes énormes et opaques. Exactement. Et au-delà de son cas personnel, ce qu'il a révélé pose toujours cette question fondamentale, peut-être même plus aujourd'hui. Laquelle? Avec la technologie actuelle, la surveillance potentiellement totale, les données qui voyagent partout, l'IA qui analyse tout, comment on fait? Comment les démocraties peuvent-elles maintenir un équilibre? Entre sécurité et liberté, vie privée. C'est ça. Comment s'assurer que les outils géniaux qu'on crée pour se connecter, pour s'informer, ne deviennent pas les outils de notre propre contrôle, de notre enfermement numérique en quelque sorte? C'est une question immense et essentielle, qui nous concerne tous effectivement. Merci beaucoup d'avoir exploré ces mémoires vives avec nous. Merci à vous. Et on invite chacun à poursuivre cette réflexion. C'est crucial pour notre avenir numérique à tous.